Dans cet épisode du balado compte complet. Il n'y aura pas de contrat beaucoup dans ces gars-là, à part Soto qui est un cas spécial, là. Mais les contrats au-delà de 5 ans, là, je pense pas qu'il y en ait beaucoup dans ce groupe-là. Ça va jouer entre 3 et 5, Alex. Ouais. Ça va jouer entre 3 et 5, selon moi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles, fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Usereau et Mark Griffin. Bienvenue à compte complet. Ce n'est pas parce que la saison est terminée qu'on va prendre une pause. Alain Usereau en compagnie de Mark Griffin. C'est l'entre-saison qui commence et les nouvelles seront nombreuses. Donc, il y aura des comptes complets selon, évidemment, les nouvelles importantes qui seront diffusées au cours de la saison morte et de façon régulière. Nous serons là donc pour analyser tout ce qui va se faire au deuxième étage. Entre-temps, Marc, on va revenir sur la série mondiale qui vient d'être disputée entre les Yankees de New York et les Dodgers de Los Angeles. C'était la série mondiale que tout le monde voulait, beaucoup d'amateurs. Oui, 2 masses salariales, on en a parlé à plusieurs reprises et tout ça, mais il faut quand même prendre en considération que c'est la première fois en 40 quelques années que ces deux équipes-là se rencontraient. Marc, tes impressions d'abord sur le fait qu'on a eu, écoute, les deux, disons-le, les deux équipes les plus populaires aux États-Unis. Ouais, écoute, effectivement, hein, les attentes étaient tellement élevées. Je ne dis pas qu'on était déçus parce que le spectacle qu'a offert les Dodgers était tout à fait exceptionnel. Freddie Freeman, au départ, écoute, c'était du grand baseball. Et de l'autre côté, Alain, je trouve qu'on a exposé le fait que, bon, oui, on dépense beaucoup pour la puissance, puis on veut des gros frappeurs, puis on veut, tu sais, mais qu'est-ce qui va te gagner une série mondiale? C'est le jeu de base. Ce sont les jeux de base. Couvrir le premier but, c'est bien courir les buts. Alors, je trouve qu'on a exposé un peu cet aspect-là du baseball qui, je dis pas qu'on va revenir vraiment à tout ça, mais l'importance de faire les petites choses correctement sur un terrain de balle, je trouve que ça, pour moi, ça a été extraordinaire à ce niveau-là. On l'a exposé. Tu sais, je veux dire, on va se rappeler, Garrett Cole va se rappeler toute sa vie de ne pas avoir couvert le premier but. Là, bon. Alors, pour ça, je trouve ça extraordinaire. Évidemment, Alain, on était sur place. Et vous comprendrez que pour un analyste, peut-être pas pour un descripteur, mais pour un analyste, d'être sur place, c'est fantastique parce qu'évidemment, on voit le jeu se développer. On a vu des courses de voltigeurs qui, c'était pas optimal au départ. Rappelle-toi, dans le premier match, lorsque Soto a voulu couper une balle au champ droit, tu voyais que ça sentait le trip du côté des Dodgers. Il y a plein de petites choses qui font qu'une fois sur place, c'est très différent. On l'apprécie beaucoup. On remercie d'ailleurs RDS de nous envoyer là. Mais vraiment, c'était une autre belle expérience qui nous a permis de rencontrer des gens, de parler aux gens qui sont quotidiennement près des joueurs. Donc, très belle expérience de mon côté. Oui, puis la même chose, Marc. Et oui, comme descripteur, il y a une différence. Tu as accès à des informations, à des personnes auxquelles tu n'as pas accès quand tu n'es pas sur place. Donc, il y a un paquet de petites choses comme ça qui s'ajoutent, Marc, à la description. Il y a un aspect, tu as parlé du jeu de base et tout ça, Marc. Après le dernier match, on a eu l'occasion de rencontrer un paquet de monde. Puis là, on nous a dit effectivement que le rapport de dépistage des Yankees de New York faisait en sorte que les Yankees étaient très vulnérables en défense. On peut en parler, Marc, parce que c'est sorti publiquement. Ouais. J'ai été surpris, honnêtement, j'ai été surpris que ce soit le cas. Mais on avait des informations à l'effet que les Dodgers avaient cette information-là à la lumière là, de ce qui avait été constaté par des gens qui avaient suivi les Yankees pendant le mois qui a précédé la série contre les Dodgers de Los Angeles. Et je regardais, Marc, en défense, effectivement, tu regardes, la ligne de centre, à part Volpe, puis peut-être Wells, je te dirais, on était vulnérable. Au deuxième but, Torrent, c'est correct. Aaron Judge joue un jeu de base,
mais je faisais juste regarder, le comparer défensivement aux autres voltigeurs de centre, juste dans la section Est de la Ligue américaine. Il est assurément pas meilleur que ce que les Blue Jays ont eu cette année avec Varsho et Kiermaier. Il n'est pas meilleur que José Siri avec Tampa Bay. Il est assurément couvre pas plus de terrain que Duran ou encore Rafaela avec Boston. Et ça nous amène à Baltimore. Je prends qui pour couvrir du terrain? Judge ou Cedric Mullins? Juste dans la section Est, Marc, sur 5, tu le places probablement 5e. Et d'ailleurs, dans son WAR, ça paraît. Ça paraît dans son WAR. Il est en bas de la moyenne du baseball majeur. Et là, je ne sais pas quels seront les plans des Yankees parce que Dominguez, comme voltigeur, Marc, ça n'a pas été facile cette année. Je sais qu'il n'avait pas joué l'année d'avant, mais ça pour dire que au Champ Centre, alors qu'on l'a constaté, Marc, il y a beaucoup d'équipes qui mettent l'accent beaucoup plus vers la défense que sur l'attaque comme voltigeur de centre. Et c'est peut-être une faiblesse chez les Yankees. Ben, oui, absolument. Mais faut même aller plus loin, Alain, sur le constat des Dodgers, par exemple, vis-à-vis les Yankees. C'est que oui, tu as ce qu'on appelle là, le fameux range, là, excusez-moi l'expression en anglais, mais ce que tu es capable de couvrir comme terrain. C'est sûr que ça, c'est un aspect. L'autre aspect, par contre, et là, c'est pas en termes de talent, Alain. C'est le positionnement des joueurs sur le terrain. Et c'est ce que Dano Ebel nous disait, l'instructeur au 3e, après la victoire. Il s'occupe beaucoup de la défense et il disait, les joueurs sont souvent pris hors position. Rappelle-toi le fameux double de Shohei Ohtani, Alain, où le relais, certains disent que le relais était à court, Torres aurait pu faire un meilleur effort, puis où était Anthony Rizzo derrière. Donc, Rizzo n'a pas suivi son coureur. Est-ce qu'il devait être au 2e? Peut-être pas, mais il devait être au moins dans un endroit où ça lui aurait permis d'intercepter cette balle et que Ohtani n'aurait pas été au 3e, puis Ohtani ne serait pas venu marquer sur un ballon sacrifice, puis peut-être qu'on n'aurait jamais vu le circuit de Freddie Freeman. J'exagère à peine, mais ce sont quand même des points importants. Donc, aussitôt qu'une balle est frappée au champ extérieur pour plus d'un but, les Yankees sont mal alignés. Puis les Dodgers le savaient, on a pris le but suivant constamment en raison de ça. Donc, c'est pour ça que oui, tu peux évaluer le joueur. Bon, est-ce qu'il couvre du terrain à sa gauche, à sa droite? Bon, on a toutes sortes d'éléments qui nous permettent d'analyser ça. Mais en équipe, comment on se positionne? Il y a un double, il y a un triple. C'est quoi les doubles relayeurs? Puis ça, Alain, c'est souvent négligé dans le baseball majeur. Tu t'entraînes, tu es dans le baseball majeur, tu devrais savoir où te positionner. Puis là, tu réalises que l'équipe qui est en série mondiale, qui est à une victoire ou 2 ou 3 de gagner une série mondiale, puis t'es pas capable de t'enligner correctement. Donc, moi, je trouve que c'est ça qui a exposé beaucoup cette série mondiale-là et qui va, je suis convaincu, permettre aux équipes d'arriver au camp d'entraînement en 2025 au printemps et de dire « Hey, un instant, les gars, là, ça passe plus, là, on peut pas, faut. » Tu sais, je veux dire, il y a des éléments qu'on contrôle, d'autres qu'on contrôle pas. Ça, tu le contrôles. Et ça, ben, je pense que ça devient important. Les Dodgers ont été impeccables à ce niveau-là. Puis, je dis pas que c'est la raison pour laquelle ils ont gagné, mais certainement une des raisons qu'ils ont gagné cette série-là en 5. C'est la responsabilité de qui, Marc? Du personnel d'instructeur? Est-ce que ça vient du 2e étage? Ça, tu sais, Alain, on blâme. Bon, tu as le département d'analytique, comme on dit, là. Ils sont une gang, mais là, tu as un département baseball, qui sont une gang aussi. Alors, tu sais, tu t'occupes des joueurs à l'avant-champ, tu t'occupes des voltigeurs. Tu sais, ça, c'est en équipe, là. Ce sont les entraîneurs. Puis ça vient d'en haut. C'est souvent l'équipe d'en haut qui qui dit ce qui se passe en bas en plus. Alors, c'est un peu de discipline, c'est un peu de s'assurer que les gars sont... tu sais, c'est drôle, hein, parce que je regardais les exercices au bâton des deux équipes. Et avant l'exercice au bâton, les Yankees et les Dodgers ont une routine, prennent des roulants. C'est deux routines complètement différentes, celle des Yankees, celle des Dodgers. Celle des Dodgers, il y avait 3 entraîneurs constamment sur le terrain autour des joueurs. Et écoute, on est en série mondiale, Alain. Tu as une saison complète, tu as un camp d'entraînement, tu as une saison complète. Tu as 2 rondes de jouer, tu es en série mondiale, puis des instructeurs qui sont en train encore de dire aux joueurs « Hey, bouge tes pieds, fais attention, gars, la dernière fois, tu voyais, il y avait des discussions là, carrément sur le terrain avec des joueurs, que ce soit Freddie Freeman ou que ce soit
peu importe le joueur à l'avant-champ. Mm-hmm. Mais tu n'avais pas ça du côté des Yankees. Tu avais des roulants. Ouais. T'avais des roulants. Les gars prenaient leurs affaires, faisaient leurs affaires. Mais il n'y avait pas de ce qu'on appelle là, d'un... Ouais. Juste un petit rappel, juste des petites choses de impact. Je sais pas, mais je trouve qu'à la longue, ça fait une différence. Écoute, Marc, je ne sais pas si on va terminer le segment sur la Série mondiale là-dessus, mais la question que je te pose, tu as été avec les Dodgers et moi, j'ai eu accès à un moment donné à un vieux livre. Écoute, ça date des années 40. C'est un livre que les joueurs avaient et dans lequel on explique exactement le positionnement des joueurs, s'il y a un double à droite, s'il y a un double à gauche, comment les joueurs doivent se déplacer sur le terrain et tout ça. Et bon, on a perpétué un peu ce que Branch Rickey a fait avec le développement des joueurs. Est-ce que ça existait à ton époque? Est-ce que vous aviez accès à... Ben oui. Tout le monde a accès à ça. Écoute, même dans le baseball mineur, amateur, là, tu arrives dans le junior, on te donne souvent un livre, là, ou pas un livre, mais une espèce de cahier là, pour voir. Mais, tu sais, il y a des différences. C'est pas toujours identique, là, mais chaque joueur devrait avoir cette responsabilité-là. Ils le savent, mais il faut que tu l'appliques. Alors, c'est pour ça que ta question était pertinente, Alain. Qui est responsable de ça? À quelque part, moi, je pense que le gérant doit s'assurer que cet aspect-là du jeu soit un élément qu'on regarde de temps en temps, là. Et le fait que l'information qu'on avait eue, Alain, qui disait que, écoute, on a suivi les Yankees dans les 30 derniers matchs, puis le rapport était sans équivoque. Si les autres équipes le voient, est-ce que les Yankees auraient pu resserrer un petit peu cet aspect-là du jeu, juste rappeler, tu sais, hey, écoute, ce sont des rappels, finalement, là. En tout cas, on pourrait élaborer longtemps là-dessus, Alain, mais je trouve ça intéressant parce que ça nous ramène à la base, ça nous ramène l'importance d'un instructeur au premier but, lorsqu'un coureur arrive, il répète, même si dans le baseball majeur, même si sa 3e présence sur les buts aujourd'hui, il va répéter le nombre de retraits, checker le voltigeur, lui un bon bras, essaye de, tu sais, toute cette information-là, c'est répétitif, il faut se le faire répéter constamment pour pas avoir justement commettre ce genre d'erreur qui finalement a été complètement désastreux pour les Yankees. Ouais. Donc, chapeau aux Dodgers. Ouais. On va quand même rendre hommage là, à l'équipe des Dodgers de Los Angeles. Moi, j'avais choisi les Yankees en 5, Marc, et écoute, la raison, c'est que je pensais pas qu'on était pour être capable, pendant une longue série, d'utiliser les releveurs comme on l'a fait depuis le début des séries. Puis regarde, on l'a fait au cours particulièrement dans le match numéro 5, le match numéro 4, Marc, sans dire qu'on l'a donné. Regarde, moi j'aime l'expression que j'ai lue, on a tout simplement dégagé en termes de football. On a pris le ballon au 4e essai, on a dégagé, puis on s'est dit on va se préparer pour la prochaine séquence. C'est exactement ce qui est arrivé, même si le plan pour Flaherty n'était pas celui qui était prévu. Mais regarde, on a très, très bien fait ça. Dino Ebel, d'ailleurs, avec qui tu as jasé, bon, c'était fascinant de vous entendre tous les deux, me disait, j'ai posé la question, tu peux pas, pendant une saison de 162 matchs, gérer un personnel de lanceurs de cette façon-là. Ça te prend un minimum de contribution de la part des lanceurs partants. Ça nous amène, Marc, à la carte de la semaine de présentation de cartes-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 14 000 articles en vente sur eBay. On s'arrête sur Fernando Valenzuela, dont le décès a été annoncé peu de temps avant le début de la Série mondiale. Carte Topps de 1981, c'est son année recrue. C'est la carte numéro 850. Donc, faisait partie d'une mise à jour traded. Pourquoi? Qui n'a jamais été changé par les Dodgers. Donc, c'est l'une des caricatures au verso qui mentionne que son surnom, c'est El Toro. Donc, dans le cas de Fernando, au cours de sa carrière, on répertorie 1421 cartes au total. Il faut dire qu'il y avait une grosse compétition entre plusieurs compagnies. Il a joué pour plusieurs équipes. Fernando, qui est arrivé, il a joué en 1980, Marc. C'était pas un étranger dans l'entourage des Dodgers. Il avait très bien lancé au mois de septembre. Et 1981, ben regarde, il a commencé le premier match. Pourquoi? Parce que Jerry Royce était blessé. C'est tout simplement pour ça. Et là, ben, jeu blanc, match complet. Et ça a lancé sa carrière avec les Dodgers. Regardez ses premières années, c'est beaucoup de manches, beaucoup de matchs complets. C'est peut-être pour ça, Marc, que sa carrière n'a peut-être pas été aussi longue
que celle de certains joueurs. Tu as eu l'occasion de le croiser, Marc, dans l'entourage des Dodgers lorsque tu as signé ton contrat. Ah ouais, écoute, probablement un coéquipier. Je dis un coéquipier parce qu'on était tous des joueurs. Je n'ai jamais joué avec lui, mais lors des camps d'entraînement, j'y étais. Et évidemment, toujours prêt à aider les jeunes, toujours à les encourager. Moi, j'ai trouvé ça fantastique. Écoute, je l'ai battu au ping-pong. Je ne sais pas si ça vaut quelque chose. Mais toujours est-il que non, mais c'était vraiment quelqu'un de très, très bien, très apprécié de tout le monde. Je veux dire, moi, je me sens privilégié d'avoir pu le côtoyer. J'ai jamais mentionné qu'on ne l'aimait pas trop en 81, là. Lorsqu'il est allé battre les Expos, évidemment, au Stade olympique. Ouais. Mais quel athlète, en fait. Et puis, je pense que les gens ne réalisent pas le Fernando Mania qui se passait à Los Angeles. Là, c'était incroyable. Oui, absolument. Écoute, la diaspora mexicaine est assez nombreuse dans le sud de la Californie. Puis Fernando est allé donner une identité à cette communauté-là avec ses prestations, sa bonhomie. Il avait un charisme aussi qui était unique. Quand tu parlais d'un athlète, c'est un gars qui était capable de frapper aussi. Puis qui, malgré le fait que physiquement, il semblait pas, c'était pas le grand longiligne qu'on cherche, mais c'est un lanceur qui avait un répertoire hors pair. On parle de Satire-Bouchon, Marc, qui avait une excellente balle courbe aussi, de sorte qu'il était efficace autant contre les gauchers que contre les droitiers. Donc voilà Fernando Valenzuela qui malheureusement nous a quittés trop rapidement. Alain, il faudrait souligner aussi notre partenaire principal, le Plan de Match, boutique de baseball à Boucherville. Évidemment, tout ce que vous avez besoin de baseball, allez sur leur site web également pour la boutique en ligne. Cours privé également, cours en groupe aussi, cage de frappeurs, donc le Plan de Match. Et je vous rappelle aussi la meilleure manière de savoir, justement, quand les prochains balados de Plan de Match seront diffusés. Allez sur notre site web, www.comptecomplet.com. Meilleure façon là, de savoir où nous écouter ou nous regarder. Bon, une saison est terminée. L'autre commence. On parle pas de match, on parle de ce qui va se passer dans les deuxièmes étages des 30 équipes dans le baseball majeur. Le marché des joueurs autonomes officiellement va s'ouvrir dans quelques heures. Marc, on est lundi, donc c'est pas impossible qu'au cours des prochains jours, il y a des choses qui se passent. On va commencer avec, évidemment, la QV 2024. Les réflecteurs sont sur Juan Soto. Faut pas se leurrer, Marc. Il y a seulement une poignée d'équipes qui vont être capables de se le permettre. Il n'ira pas à Pittsburgh ou Cincinnati. Ça, c'est sûr. Personnellement, je m'attends à ce qu'il reste à New York. Est-ce que ça va être avec les Yankees? Je pense que oui, mais je m'attends à ce que les Mets soient parmi les équipes les plus actives, que ce soit pour Soto, oui, et peut-être même pour d'autres. Ouais, ben, tu as raison, ce ne sera pas une tonne d'équipes. Je pense que les Giants, même les Phillies peut-être, là, des équipes qui ont les moyens, les Giants qui se cherchent un peu aussi à aller chercher, se doter d'un joueur de sa trempe. Mais chose certaine, là, on va osciller dans pas loin de 600 millions. Là. On parle d'un contrat probablement d'une douzaine d'années. Moi, je pense que ça va être dans ces eaux-là, Alain. C'est ça. Il y a peut-être 5% des joueurs, Alain, qui font 30 quelques millions et plus, là, mais là, ben, évidemment, c'est de eux qu'on parle d'entrée de jeu. Fait que c'est sûr. Tu sais, écoute, on a eu Aaron Judge il y a 2 ans. On a eu Shohei Ohtani l'année passée. Là, cette année, c'est Juan Soto. Alors, c'est sûr que c'est ce genre de joueur qui va faire jaser beaucoup. Mais je pense qu'il y a quand même 4-5 équipes. Mais je suis pas certain que les Yankees... Moi, je sais pas qu'est-ce que tu as pensé lorsqu'on lui a posé la question, quelques heures à peine après le match, là, le match numéro 5. Mais c'était pas un gars qui... ou bien il était bien coaché en disant, tu dis pas un mot sur les Yankees, ou bien, ben, tu sais, il a pas laissé paraître, il a juste dit qu'il a aimé ça ici, il l'a dit au passé. Ça va être intéressant à suivre. Chose certaine, il veut gagner. Fait qu'il il va aller à un endroit où il pense qu'il a une chance de gagner. Mais j'ai trouvé quand même ses propos intéressants à ce niveau-là. Ça va coûter très cher, peu importe où il va aller, c'est sûr. Écoute, moi j'ai en tête... tu parles de ses propos. Oui, je pense que oui, il a été très bien conseillé. Moi, je pense que sa volonté, c'est de rester à New York. C'est ce que je pense. Mais je me rappelle, Marc, Gary Sheffield. Et là, on remonte il y a quelques années quand même, Gary Sheffield, qui, à un moment donné, s'est retrouvé joueur autonome.
C'est après son passage avec les Marlins. Et aussitôt, il a dit, moi, je veux jouer avec les Yankees. Ben là, il est arrivé avec les Yankees. Et là, les Yankees lui ont offert un contrat. Je me rappelle du montant. En plus, j'allais vérifier. Les Yankees lui ont offert 13 millions par année. Alors que le marché, à ce moment-là, était un peu plus élevé. Sheffield n'était pas content, mais les Yankees, regarde, tu veux jouer avec les Yankees, c'est ça qu'on t'offre. Ouais. Tu sais, je veux dire, Sheffield s'était peinturé dans un coin avant même que les négociations commencent. Donc, moi, du côté de Juan Soto, je le vois plus comme une manœuvre de négociation. Et tu parlais des Giants, je serais très surpris que Soto revienne sur la côte ouest. Écoute, effectivement, il n'a pas aimé vraiment son séjour à San Diego à ce niveau-là. Ouais. Mais écoute, Alain, ça fait, si je comprends que les Yankees ont de l'argent, là, il m'a dire une chose, il faut que tu payes Aaron Judge. Tu vas avoir deux gars de... Bon, Stanton, son contrat n'est pas fini. Là, tu as le cas Garrett Cole, ouais. qui s'est déclaré joueur autonome, à moins que les Yankees ajoutent une année au contrat de Garrett Cole. Torres va partir. Clay Holmes devient joueur autonome. Il peut y avoir des changements. Rizzo, évidemment, qui ne sera pas de retour. Ça... Je ne sais pas, est-ce que Juan Soto va vouloir attendre de voir si on règle ces dossiers-là avant, parce qu'il dit qu'il veut gagner. Là. C'est fait que je ne suis pas sûr que ça va être... Je pense qu'en fait, ça va être assez long, ces négociations-là. On ne se rendra pas comme l'année passée avec les joueurs de Scott Boras qui ont signé une fois que le camp a commencé. Là. Mais j'ai peut-être l'impression que ça pourrait retarder un petit peu. Si jamais on attend ce que Juan Soto fait pour d'autres joueurs, ça risque d'être peut-être plutôt tranquille dans les premières semaines là, de cette autonomie. Écoute, on va juste, avant de parler des autres joueurs autonomes, Marc, les Yankees de New York, c'est 4 réguliers parmi les joueurs de position qui deviennent joueurs autonomes. Tu as parlé de Clay Holmes, bon, il y en a d'autres aussi, Tommy Kahnle qui devient joueur autonome. Peut-être qu'on va aller vouloir se chercher un gaucher, là, je parle de lanceur. Verdugo reviendra probablement pas. Gleyber Torres, pas sûr. Il y a évidemment Ruizo dont tu as parlé, Soto. C'est sûr que les énergies vont être consacrées à Juan Soto. Pour le reste, Verdugo, je ne pense pas qu'il revienne. Ruizo non plus, à moins que ce soit vraiment à rabais. Est-ce que Torres pourrait avoir une chance de revenir? Ben, écoute, effectivement, ça fait beaucoup de dossiers à régler. Ben, ça fait beaucoup de dossiers à régler. Mais tu ne veux pas non plus régler un dossier juste parce que tu l'as dans ta cour. Est-ce qu'on est satisfait? Est-ce qu'on a aimé ce qu'on a vu assez lorsqu'il a agi comme premier frappeur, alors qu'il a semblé faire un très bon travail? Je regardais les joueurs autonomes. Là, il y en a plusieurs. Fait que le marché n'est pas si facile que ça à dicter, mais si on regarde les éléments, c'est un gars qui va aller chercher probablement 3 ans à l'âge qu'il a. Est-ce que c'est combien de millions? Ça va être difficile. Tu regardes les joueurs de milieu d'avant-champ, Alain. T'as Yoo-Sung Kim, Willy Adames. C'est les deux meilleurs. Bon, ce sont les deux meilleurs. Est-ce qu'on peut faire des comparatifs ou on n'est pas du tout dans la même... même niveau dans le cas de Gleyber Torres. Torres est le plus jeune du groupe, il faut bien le mentionner. Là, parmi tous les joueurs d'avant-champ, il y a 28 ans. Il n'a pas eu un mauvais war. Il n'a pas fait du mauvais boulot comme premier frappeur. Est-ce qu'il vient de se trouver une nouvelle identité, Marc? C'est pas impossible. Écoute, tu parlais des joueurs autonomes. Je pourrais te demander quel est celui que tu irais chercher, mais ça dépend des besoins des équipes. Je veux dire, pour une équipe, il y a un joueur qui va valoir plus que d'autres. Je vais parler des Blue Jays de Toronto, Marc. Je ne pense pas qu'on aille magasiner un lanceur partant. On les a tous gardés expressément pour la saison qui vient. Je ne sais pas quel est le joueur que tu tenterais d'aller chercher. Moi, j'ai un nom en tête. Ce serait Adames. Va te chercher un joueur d'Areco qui est capable de bien jouer en défense puis qui va frapper un peu. Ben, Adames qui est courtisé par les Dodgers. Parce que si Adames se retrouve avec les Dodgers, à ce moment-là, tu peux mettre Edman au champ centre, puis tu viens de régler ton... Ouais. Là, évidemment, il y a Teoscar Hernandez qui devient joueur autonome. Alors, tu sais, c'est pour ça que c'est un marché qui est le fun. Vraiment, cette année, là, il y a beaucoup de très bons joueurs qui peuvent faire la différence, qui vont être disponibles. Parce que si on vient aux Blue Jays de Toronto, ça veut dire que Bichette s'en va au deuxième. Oui. Ce que tu dis là bon, S'il n'est pas échangé. S'il n'est pas échangé.
Mais s'il n'est pas échangé, moi, je pense que Ouais. pour avoir plus de valeur s'il joue encore un peu. Là. Mais bon, ça reste à voir. Mais effectivement, donc, il faut regarder les besoins de chacun. Ça reste qu'il y a des joueurs à chaque... Tu sais, Pete Alonso au premier but. Alors, il faut que tu regardes les différentes possibilités. Tu sais, Alex Bregman au troisième. Bon, tu as besoin d'un troisième but. Il faut que tu regardes, moi... J'imagine qu'il va se fier sur le contrat de Matt Chapman un petit peu plus. Fait que, tu sais, c'est intéressant de voir la qualité des joueurs à différentes positions qui sont des joueurs autonomes. La liste est grande là, de joueurs de qualité. Là. Je ne parle pas des joueurs de 30 millions. Là. Je parle des joueurs qui peuvent quand même faire la différence dans une formation. Là. Côté argent, Marc, écoute, j'ai parlé de Torres, là. Torres, Adames, Kim, c'est à peu près les seuls puis le plus jeune, il y a 28 ans. Donc, c'est tous des 30 ans et plus. Il n'y aura pas de contrat beaucoup dans ces gars-là, à part Soto, qui est un cas spécial, là. Mais des contrats au-delà de 5 ans, là, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup dans ce groupe-là. Ça va jouer entre 3 et 5, Alain. Ouais. Ça va jouer entre 3 et 5, selon moi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y avait des comparatifs avec les contrats de Swanson, par exemple, les contrats de Trevor Story avec... les Red Sox, tu sais, les gens avancent des chiffres. Là, dans le cas d'Adamez, si on étire à 5 ans, c'est 120 millions. Tu sais, c'est pas 30 millions par année. Là. On n'est pas dans ces niveaux-là. Alors, c'est à voir. Moi, je trouve que c'est intéressant, encore une fois, comme j'ai mentionné, de savoir qu'il y a des joueurs de qualité à chacune de ces pots. Tu sais, souvent, là, rappelle-toi les années où il y avait les 6 meilleurs joueurs d'Areco étaient pratiquement sur le marché. Là, est-ce que ça peut aider Adamez, sachant qu'il y a peut-être juste un gars comme Kim ou justement Torres dans le milieu de l'avant-champ, est-ce que ça peut les aider? Là, je pense à Bregman au troisième. Il n'y a pas une... Il est tout seul. Ben oui, exact. Alors ça peut devenir fort intéressant pour les joueurs qui sont évidemment qui sont autonomes. Il y a deux positions, Marc, un peu plus de profondeur. Vulture de droite, on parlait de Juan Soto. Santander et Teoscar Hernandez sont deux autres options. Et je regardais les lanceurs partants, Marc, c'est intéressant comme marché. Je ne sais pas qui tu vois. Bon, nonobstant le fait que Garrett Cole là, pourrait se déclarer joueur autonome. Mais là, tu as Burns. Snell, c'est officiel. Max Fried, c'est un gars comme Kikuchi qui a été très bien fait avec Houston et avec les Blue Jays cette année. Quelqu'un qui veut un lanceur partant, Marc, il y a certains choix intéressants et probablement que chacune des équipes a sa propre évaluation de certains lanceurs. Moi, j'aime son répertoire, je vais être capable de jouer avec. Ben, ça, c'est le classique. Hein? C'est le classique de se dire, tu sais, lui là, on l'aime bien, on va... Ben, tu sais, écoute, c'est intéressant ce que tu dis. Sean Manaea, il est joueur autonome lui aussi, mais son changement d'angle de bras... Oui. Écoute, je veux dire, sa valeur a soudainement complètement changé. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est que si, mettons, hey, envoie-nous-là celui-là, on va le signer, puis on va le changer 2-3 affaires, puis on va faire bouger ça. Tu sais, c'est ça la beauté du baseball, c'est que tu regardes, puis aujourd'hui, avec toutes les techniques et la vidéo et tout ce qu'on peut, tu es capable de dire un joueur, moi, là, si on fait juste changer son manque de bras, il pourrait aller chercher un petit peu plus de mordant sur sa balle rapide tombante, par exemple, ou à l'inverse, faire bouger sa balle autrement. Alors oui, ça c'est, tu sais, je pense que le bilan de santé du joueur devient extrêmement important. Tu sais, un gars comme Kikuchi, s'est pas blessé beaucoup au cours des dernières années. Est-ce que ça peut intéresser une équipe à ce niveau-là? C'est pour ça qu'il y a 30 équipes, il y a 30 philosophies différentes. Puis là, ben, c'est de savoir qui va mettre l'argent dans ce type de joueur-là. Position de receveur, Marc, c'est une position, ce ne sont que des vétérans. Il y a deux receveurs qui ont 30 ans, Carson Kelly et Danny Jansen, qui est probablement le plus attrayant de tous. Danny Jansen. Est-ce que on pourrait le revoir à Toronto? Oui, on pourrait le revoir à Toronto. Parce que là, c'est mince à Toronto. On va se dire, là, c'est mince à Toronto à cette position-là. Moi, je ne serais pas surpris de le revoir à Toronto. C'est déjà arrivé là, qu'un gars soit échangé et qu'il revienne signer. Il connaît évidemment passé toute sa carrière avec l'organisation des Jays avant d'être échangé aux Red Sox. Moi, je ne serais pas surpris si Jansen revenait avec les Blue Jays. Ça ne coûterait pas très cher non plus. Ce n'est pas là qu'on va dépenser le plus.
Mais oui, c'est fort possible qu'on le revoie à Toronto. Juste pour revenir aux les voltigeurs, j'ai vu, tu sais, Profar aussi est joueur autonome. Fait que là, bon, il y a des choix à ce niveau-là. Pour revenir encore avec Teoscar Hernandez, bon, il a connu une saison extraordinaire avec les Dodgers, très populaire dans le vestiaire, très populaire parmi les partisans. Ça devient fort intéressant. Puis là, je sais qu'il y a des gens qui ont même parlé de Juan Soto avec les Dodgers. Moi, je pense pas, tu as parlé tantôt de retourner sur la côte ouest. Mais tu sais, tu regardes le rendement vis-à-vis de l'investissement, là, puis moi, je pense que tu serais mieux d'aller avec un Teoscar Hernandez. Une équipe qui n'a pas de grandes vedettes, évidemment, les Dodgers, ils en ont plusieurs, là. C'est correct c'est correct. Tu peux mettre l'argent, évidemment, pour un Juan Soto, mais tu regardes le rendement de Teoscar pour l'argent qu'il a fait, c'est ce genre de joueur-là qu'on devrait viser un petit peu plus dans la plupart des marchés. Puis je pense que les Dodgers vont le regarder de près là, pour le ramener avec eux autres. Oui. Marc, chez les lanceurs partants, là, je te demande une évaluation très rapide. Là. Corbin Burnes vient en tête d'à peu près toutes les listes. Blake Snell, pas loin. Ce sont les deux qui ont eu le meilleur WAR au cours de la dernière saison. Un a 30 ans, Burnes, l'autre en a 32, Snell. T'as Max Fried, qui est une option qui est fort intéressante également. Kikuchi. Là, Waka était disponible, vient de signer un contrat de 3 ans avec les Royals de Kansas City. Puis tu as parlé de Manaya. S'il y en a un que tu veux comme as lanceur avec ton équipe, est-ce que tu y vas toi aussi avec Corbin Burnes? Ben, écoute, regarde la saison qu'il vient de connaître. Tu sais, on n'a pas parlé beaucoup de Corbin Burnes, mais surtout sa deuxième moitié de saison, il a été impeccable. Là. C'est une de ses bonnes saisons. Moi, c'est sûr que j'irai avec Corbin Burnes. D'ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce que les Orioles vont faire, mais parce qu'ils ont besoin de lanceurs partants. Mais moi, j'irai avec Corbin Burnes. Il est 1 an plus jeune. À 30 ans, tu vas chercher peut-être une année de plus d'efficacité. Donc, moi, c'est sûr que j'irai avec Corbin Burnes. En plus, il n'a pas raté beaucoup de départs au cours des 4 dernières années. Les fiables, combien d'années pourra-t-il aller chercher? Moi, j'ai l'impression qu'il y en a un parmi le groupe, outre Soto, qui pourrait aller chercher plus que 5 ans. Ça pourrait être Corbin Burnes. Puis, Marc, on parlait, souvent en série mondiale, les équipes gagnantes servent de modèle, mais tu ne peux pas fonctionner, comme on l'a mentionné tantôt, avec une saison complète avec des ouvreurs là, de façon régulière. Là. Ça te prend des lanceurs partants. Oui, puis là, je pense que plus que jamais, là, je pense que les équipes ont réalisé qu'il faut, non seulement il faut avoir des lanceurs partants, mais je ne sais pas, Alain, s'il faut changer la manière. Je sais que le baseball a changé parce que là, les partants, pardon, on va pas aussi loin qu'avant, mais il y a un minimum là, à aller chercher. Donc, il faut développer des bras qui sont capables d'aller un petit peu plus loin. Puis là, ben, tu me dis, oui, mais là, la puissance fait foi de tout. C'est le petit côté hybride. Là. Souvent, on parle de ça dans n'importe quel aspect du jeu, là, mais il faudrait trouver des lanceurs qui soient capables, bon, oui, d'être efficaces, peut-être pas d'être dominants, mais d'être efficaces, mais de donner des manches. Finalement, le gars qui va te donner des manches, là, c'est peut-être lui qui va être le plus payant sur le marché des joueurs autonomes. On parlait de Burnes, voyons, Max Fried, là. Max Fried, son problème, Alain, c'est qu'il lance beaucoup de lancers, mais sans lancer 5 manches, s'il va aller à 6 de temps en temps, ça, c'est un aspect que lui devra améliorer s'il veut se donner encore plus de valeur. Moi, je pense que le gars efficace qui va te donner des manches, là, sa valeur va être réelle parce que sinon, on ne peut pas se contenter de 4 et 2 tiers à chaque départ parce que là, à un moment donné, il va falloir donner pas mal plus d'argent aux releveurs qui lancent la 5, la 6 puis la 7, même si c'est moins sexy un peu, mais à un moment donné, il va falloir ajuster le tir là, pour le marché des lanceurs, pas juste des lanceurs partants, là, mais des lanceurs, il va falloir qu'ils s'adaptent aussi au marché réel de ce qui se passe sur le terrain. Oui, dernière question, Marc, et ça touche les Yankees qui ont décidé d'exercer leur option sur Luke Weaver. Il n'y a pas de surprise là. Est-ce que tu penses qu'on pourrait tenter d'aller chercher un autre releveur de premier plan? Et semble-t-il, Marc, que Devin Williams pourrait être disponible avec les Brewers de Milwaukee? Oui, exactement. Écoute, c'est pas impossible, mais Alain, avec les Yankees... il y a tellement de dossiers en ce moment. Là, en fait, Clay Holmes devient peut-être même une priorité. Là, parce que pour réavoir cette espèce de duo avec Weaver,
Je pense pas que ça va coûter si cher que ça, mais bon, en tout cas, on ne sait jamais. Ouais. Mais là, il y a d'autres dossiers à régler parce que tu as le côté droit complètement de l'avant-champ. Est-ce qu'on le refait complètement? Et tu sais, tu as parlé de Verdugo qui part aussi. Alors, écoute, les Yankees vont avoir une équipe probablement bien différente de ce qu'on a vu là, dans cette série mondiale-là. De quel côté ils vont aller. On vient de toucher la série mondiale. On vient d'y goûter depuis 2009. Là, je pense qu'on a le goût d'y retourner. Là, on va s'asseoir et prendre les décisions qui s'imposent à ce niveau-là. Bon, voilà ce qui termine en quelque sorte notre balado avec la question de la semaine. La question qui est présentée par Sylmar Autoville, c'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.sylmar.ca. Est-ce que Soto sera avec les Yankees en 2025? Donc, on vous demande vos commentaires. Vous pouvez vous adresser sur notre page facebook.com/compte-complet balado ou encore sur notre site internet compte-complet.com. Ben, écoutez, Compte Complet ne fait pas relâche pendant l'entre-saison. Nous serons là de façon régulière à suivre ce qui se passe dans le baseball majeur. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux afin de constater quand Compte Complet sera diffusé. On sera là pour les grosses nouvelles. Il y aura aussi des ajouts, des entretiens qui, comme on l'a fait au cours de l'été, il y en a d'autres qui seront disponibles au cours de l'entre-saison. Donc, j'espère que la saison 2024 vous a plu, de même que la Série mondiale, mais vous ne serez pas complètement sevrés de baseball. On sera là pour remplir vos besoins à cet effet. Là-dessus, je vous souhaite une entre-saison pleine de divertissement. Alain Usereau et Marc Griffin, nous serons là avec vous. Bye-bye, à la prochaine. Balado Compte Complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville, fier partenaire de votre passion.